Et si l'Ukraine venait de perdre son ciel, pour toujours? Imaginez une aviation nationale paralysée par la peur. Aujourd'hui, en Ukraine, de nombreux pilotes refusent tout simplement de décoller. Le risque d'une mort presque certaine est devenu trop grand, même pour les plus aguerris. Désormais, prendre l'air, c'est jouer sa vie sur un coup de dé. La cause de cette terreur, l'apparition d'un nouveau type de chasseur invisible, les drones russes armés de missiles RR. Ces machines autonomes ne tractent plus seulement les cibles au sol. Elles abattent désormais aussi bien les avions de chasse que les hélicoptères ukrainiens, rendant tout vol suicidaire. Une arme contre laquelle il n'existe aucune parade connue vient de renverser l'équilibre du ciel. En une seule nuit, le pays a plongé dans l'obscurité. Des centaines de drones et de missiles russes, pas un, pas 10, mais plusieurs centaines, se sont abattus sur cette région. Les sous-stations électriques, portuaires et ferroviaires, vitales pour l'économie et la vie quotidienne, ont été réduites au silence. Les sirènes n'ont offert que quelques minutes d'alerte à la population, impuissante face à la précision et à la saturation des attaques. Dans l'ombre de ces frappes, la société ukrainienne vacille. La perte brutale de la maîtrise de l'air ne menace pas seulement la sécurité militaire, elle sabote l'économie, coupe le pays de ses ressources et fragilise chaque foyer. Les infrastructures, péniblement reconstruites sont anéanties en quelques heures, plongeant des millions de personnes dans l'incertitude et la peur. La question est alors inévitable. Comment l'Ukraine, qui résistait encore il y a quelques mois, a-t-elle pu perdre en si peu de temps tout espoir de dominer son propre espace aérien ? Plongeons maintenant dans les coulisses de cette transformation brutale, pour comprendre comment la Russie a imposé en quelques semaines une toute nouvelle ère de la guerre aérienne. Au début, intercepter un drone ressemblait presque à une formalité. Pour les équipages ukrainiens, ces missions de patrouille et d'interception étaient devenues de simples routines, répétées chaque jour avec la même régularité. Les drones Giran, lents et sans manœuvres complexes, semblaient être des proies faciles, incapables de surprendre des pilotes aguerris aux commandes de puissants hélicoptères d'attaque ou de chasseurs rapides. Le 17 décembre, rien n'indiquait que la mission du Mi-24 du commandant Shermet serait différente des dizaines menées auparavant. Décollage à la tombée du jour, instructions claires, patrouiller, détecter, intercepter. L'équipage s'élance dans le crépuscule, la radio fonctionne normalement, la situation paraît maîtrisée. Mais soudain tout bascule. Le vol se déroule sans accroc jusqu'à ce que l'enregistreur de bord capte une chute soudaine de l'appareil. Perte brutale d'altitude, rotation incontrôlée, puis silence radio total. Les sauveteurs ne retrouveront que des débris calcinés et des cercueils fermés, l'horreur d'une mission routinière transformée en tragédie foudroyante. Dans la communauté aéronautique, la stupeur est totale. L'illusion d'un combat à armes égales vole en éclats lorsque l'information circule. Ce n'était pas un accident ni une collision fortuite. Le Mi-24 a été abattu en plein vol. L'enregistrement révèle qu'il n'y a eu aucun avertissement, aucune alerte missile, rien. La menace est restée invisible jusqu'à l'impact. La vérité fait l'effet d'une bombe. Le drone russe était équipé d'un missile RR-R60, un armement jadis réservé aux chasseurs, devenu aujourd'hui indétectable pour les défenses de conventionnelles. Compact, accroché sous le fuselage, ce missile n'apparaît pas sur les radars et ne laisse aucune chance aux équipages. L'invincibilité supposée des patrouilleurs ukrainiens s'effondre en un instant. Ce jour-là, la sécurité du ciel s'est évaporée. Chaque vol, désormais, expose les pilotes à un risque létal, imprévisible et impossible à contrer. Le doute s'installe, la routine se charge d'angoisse. Qui sera la prochaine cible invisible, frappée sans avertissement par ces nouveaux chasseurs sans pilote ? Mais ce n'était qu'un début. La vague suivante d'attaques allait révéler à quel point la menace était plus vaste, plus systématique et plus meurtrière que tout ce que l'Ukraine avait connu jusque-là. Les événements de cette nuit fatidique n'étaient qu'un prélude. Très vite, la Russie allait lancer une offensive d'une ampleur inédite, ciblant les infrastructures vitales de l'Ukraine. Quand le chasseur devient la proie, même les ordres les plus stricts ne suffisent plus. Dans le ciel ukrainien, les pilotes vivent maintenant chaque mission avec la peur au ventre. Ils ne savent plus s'ils croisent un simple drone de reconnaissance ou un tueur silencieux, armé de missiles invisibles à l'œil nu comme au radar. Les radars et les contre-mesures classiques sont impuissants face à ces nouveaux missiles passifs, guidés par la chaleur des moteurs. Les alarmes restent muettes. Les pilotes découvrent le danger seulement quand il est déjà trop tard. Manœuvrer ou larguer des leurres n'y change rien. En 2 ou 3 secondes, tout bascule. L'impact psychologique est immense. Désormais, chaque ordre de décoller est perçu comme une condamnation. Les pilotes multiplient les excuses techniques ou invoquent un manque d'informations, espérant éviter des vols qu'ils jugent suicidaires. Conséquence directe,
Les sorties d'interception plongent à un niveau historiquement bas. L'espace aérien se vide, abandonnant l'initiative à l'ennemi. L'assassinat du général Sarvarov à Moscou marque un point de bascule. En représailles, la Russie déclenche une opération d'envergure. Près de 2000 drones armés, amassés pendant des semaines, sont lancés sur l'Ukraine lors de frappes coordonnées d'une intensité inédite. Nulle région n'est épargnée. De l'ouest à la mer Noire, les cibles pleuvent sur toute la carte. L'objectif était clair. L'énergie, la logistique, les chemins de fer, les ports et toutes les infrastructures vitales sont broyés, méthodiquement. C'est une stratégie d'asphyxie totale visant à paralyser non seulement l'armée, mais aussi la société et l'économie. Chaque nouvelle salve prive des régions entières de courant, de mobilité et de ressources essentielles. Pour l'Ukraine, la menace est existentielle. Perdre sa capacité de riposte, subir des frappes continues, voir s'effondrer son tissu social et économique. Les alliés occidentaux s'inquiètent de l'avenir même de l'État ukrainien, confronté à cette vague d'attaques implacables et à la domination aérienne désormais incontestée de la Russie. Mais au-delà des combats dans le ciel, ce sont les habitants et l'économie qui paient le prix fort. Comment cette nouvelle offensive bouleverse-t-elle la vie quotidienne et la survie du pays ? Qu'advient-il d'un pays privé de courant, d'eau et de routes sûres ? Cette question n'est plus théorique. L'Ukraine en fait aujourd'hui l'expérience brutale. Malgré l'arrivée de systèmes occidentaux de défense anti-aérienne, les frappes russes ciblent et anéantissent les sous-stations électriques les plus stratégiques du pays. Les défenses ne suffisent de plus à contenir la menace. Chaque attaque laisse derrière elle des ruines fumantes et un réseau électrique de plus en plus fragile. En une seule nuit, jusqu'à 7 régions ont été plongées dans l'obscurité totale. L'absence de courant électrique entraîne immédiatement des coupures d'eau potable et prive de chauffage des centaines de milliers d'habitants, y compris au cœur de l'hiver. Dans les villes comme dans les campagnes, la vie quotidienne se paralyse. Les écoles ferment, les hôpitaux fonctionnent au ralenti et les commerces baissent le rideau. Mais au-delà du choc civil, la guerre vise aussi le cœur économique du pays. Les ports du Sud, essentiels pour l'exportation des céréales ukrainiennes, font désormais partie des cibles prioritaires. Chaque semaine, hangars, silos et terminaux sont touchés, empêchant tout chargement ou déchargement. Les navires attendent, parfois en vain, la possibilité de quitter les quais. La chaîne logistique s'effondre un peu plus à chaque nouvelle salve de missiles. Les pertes sont colossales. Chaque mois, les exportateurs ukrainiens voient s'évaporer des centaines de millions de dollars de recettes. L'impossibilité de garantir la sécurité des trajets maritimes fait fuir les assureurs et détourne les acheteurs étrangers. Le blocus portuaire condamne non seulement les agriculteurs locaux, mais aussi tous les secteurs dépendants du commerce international. À chaque tentative de réparation ou de reconstruction, la réalité rattrape les ingénieurs et les équipes de secours. Les sites fraîchement restaurés sont systématiquement visés par de nouveaux bombardements, rendant tout investissement vain. L'économie s'enlise dans un cycle d'efforts et de destruction, où reconstruire devient un pari presque absurde. Pour la population, l'incertitude s'installe. Sans accès garanti à l'eau, à l'électricité ou aux biens essentiels, des milliers de familles envisagent l'exode, cherchant refuge à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Les campagnes se vident, les villes s'engorgent, l'État lui-même, privé de recettes et accablé par les coûts de la guerre, s'approche d'une faillite progressive. Le chaos logistique s'ajoute à la détresse humanitaire. Les convois humanitaires sont ralentis, voire stoppés, par l'insécurité des routes et l'absence de carburant. L'espoir d'une reprise rapide s'amenuise à mesure que les infrastructures vitales s'effondrent sous les couches répétées. Face à cette spirale de crise se pose une question cruciale. Existe-t-il encore une issue ou au moins des leçons à retenir de ce bouleversement stratégique ? Reconstruire ou s'adapter ? Voilà la question qui hante aujourd'hui chaque Ukrainien et chaque responsable local face à la réalité brutale des frappes russes répétées. Les autorités ukrainiennes ne cessent d'investir des sommes colossales pour acheter de vieux équipements électriques, tentant de reconstituer un réseau national à bout de souffle. Mais à quoi bon réparer à prix d'or si la menace de la destruction plane chaque nuit sur chaque pylône, chaque sous-station ? L'exemple de la sous-station de Kamianets-Podilsky est devenu tristement symbolique. Patiemment reconstruite après des mois d'efforts, elle a été rayée de la carte en une seule nuit, anéantissant tout le travail et les investissements réalisés. Dans ce contexte, la logique de la reconstruction, autrefois synonyme d'espoir, devient aujourd'hui un pari dangereux, presque vain. Face à cette fragilité persistante, de plus en plus d'analystes suggèrent une approche radicalement différente.
Le repli vers les campagnes, l'autonomie énergétique à l'échelle individuelle ou des petits plus groupes, la préparation à vivre hors réseau national. Panneaux solaires, générateurs, puits et réserves. Autant de solutions de survie qui, hier encore, paraissaient un extrême, mais qui deviennent peu à peu le nouveau standard de résilience. Les experts, pour leur part, dressent un constat alarmant. Le pouvoir politique se montre impuissant devant cette nouvelle réalité technologique, où chaque tentative de centralisation ou de résistance collective est immédiatement ciblée et ruinée. L'État, privé de ses principales ressources d'exportation, dépend désormais entièrement de l'aide internationale, financière comme matérielle, pour tenter de maintenir un minimum de services essentiels à la population. Mais ce choix collectif, reconstruire inlassablement ou s'adapter à une vie fragmentée, incertaine, parfois hors système, engage bien plus que le confort quotidien. Il s'agit pour toute une société de décider si elle prend le risque de tout perdre à chaque nouvelle vague d'attaque, ou si elle opte pour une résilience de long terme, moins spectaculaire mais peut-être plus durable. Au seuil de cette nouvelle ère, l'Ukraine et ses habitants doivent repenser leur avenir. Entre espoir de soutien extérieur et crainte d'un effondrement prolongé, la question demeure: que leur réserve le prochain chapitre de cette crise? L'Ukraine peut-elle encore inverser le destin de son ciel et de son économie? À l'heure actuelle, tout indique que l'équilibre des forces a basculé et que la domination technologique russe signe la fin d'une époque. La supériorité des drones armés russes, capables de détruire avions et hélicoptères sans riposte possible, a plongé l'aviation ukrainienne dans une impasse historique. Ce bouleversement ne concerne pas que le champ de bataille, la stratégie d'attaque massive sur les infrastructures énergétiques et portuaires a infligé à l'Ukraine un choc économique et humanitaire dont la profondeur défie l'imagination. Les réseaux électriques mis hors service en une nuit, les ports stratégiques réduits à néant, l'exportation de céréales ruinée. Chaque coup fragilise la souveraineté nationale et la viabilité même du modèle d'État ukrainien. Il est désormais évident que la Russie impose un nouveau standard de la guerre moderne, où l'innovation technologique et l'audace tactique l'emportent sur la résilience et la bravoure seule. La capacité de frappe systématique, la saturation par drone, l'utilisation de missiles adaptés à des plateformes bon marché et sacrifiables, ces mutations dessinent l'avenir des conflits et posent une question vertigineuse à tous les États. L'Ukraine, réduite à la défensive, voit sa marge de manœuvre se réduire d'heure en heure. La peur a gagné les rangs de ses aviateurs, condamnés à choisir entre l'obéissance et la quasi-certitude de la mort. Son économie, privée d'énergie et d'accès au marché, s'effondre sous le poids de la guerre totale. Face à cette réalité, la question n'est plus seulement de savoir comment Kiev pourra se relever, mais s'il est encore possible de préserver l'autonomie stratégique d'un État face à une telle déferlante technologique. Le destin de l'Ukraine devient alors un miroir pour tous. L'ère de la domination aérienne par les humains touche-t-elle à sa fin? Et la souveraineté nationale survivra-t-elle à la transformation des armes et des doctrines?